Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le 21e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie qui est dédié à la question de la transition numérique. Durant ce séminaire, on va explorer les actions qui sont mises en œuvre sur deux territoires afin de digitaliser l'industrie. Et ce séminaire sera aussi l'occasion de revenir sur les défis liés à la transformation numérique sur les territoires. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camille Brou, chargée de mission territoire d'industrie à COSEN Développement, Magali de Noyel, chargée de mission Fonds régional des territoires et projets alimentaires territorial au pôle d'équilibre territorial et rural Auxois-Morvan, Alain Mathieu, directeur du pôle d'équilibre territorial et rural Auxois-Morvan, et Fabienne Adou, professeur associé en développement territorial et en économie régionale à l'école de management Normandie, à l'EM Normandie. On va commencer ce séminaire. Je vais laisser la parole tout d'abord à Magali de Noyel et Alain Mathieu pour nous présenter leur territoire. Je vous laisse donc la parole et très bon séminaire. Merci Caroline. Donc effectivement, Alain Mathieu, directeur du pays Auxois-Morvan, et donc Magali de Noyel, qui est chargée de mission, qui sort de chargée de mission Fonds régional des territoires, on vous expliquera pourquoi, et projets alimentaires territorial. Alors en quelques mots, donc notre territoire, le PETR Auxois-Morvan, c'est 6 communautés de communes situées plutôt sur la partie ouest-nord-ouest de la Côte d'Or, en Bourgogne. Donc 6 communautés de communes, 58 000 habitants, 211 communes au total. C'est un territoire qui est très, très majoritairement rural, avec de très petites communes. On a quelques bourgs-centres, notamment Montbard, on en reparlera, puisque c'est là que se situe une partie des industries qui ont été labellisées dans notre territoire d'industrie. Venarey-les-Laumes et puis Saumur-en-Auxois. Voilà, c'est principalement les plus grosses communes du territoire. Pour le reste, on est vraiment sur un territoire très rural, très centré sur l'agriculture, si ce n'est donc ce pôle métallurgique important donc, au niveau de Montbard, dont on reparlera. Vous dire également que donc on a été labellisé territoire d'industrie dans les premiers en fait, puisqu'on était territoire pilote dès le mois de décembre, enfin novembre-décembre 2018, si ma mémoire est bonne. Voilà, pour une signature de protocole en mars 2019. Voilà. Et donc la crise sanitaire a fait qu'on n'a pas pu formaliser plus avant la signature du contrat en lui-même, mais pour autant, on en reparlera, les fiches actions ont été engagés pour la plupart et les projets ont suivi leur vie malgré la crise. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à présent à Camille Brou pour nous présenter le territoire Axe-Seine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Camille Brou. Alors moi je travaille dans une agence de développement économique qui s'appelle COSEN Développement. C'est l'agence de développement économique du territoire de COSEN Agglo. COSEN Agglo fait donc partie du territoire d'industrie de l'Axe-Seine. Alors je vais juste vous montrer une petite carte de ce territoire d'industrie. L'Axe-Seine, c'est un territoire d'industrie qui est composé de 7 EPCI. La carte n'est pas tout à fait à jour. Donc, parmi lesquels donc, COSEN Agglo, Métropole Rouen-Normandie, Le Havre Seine Métropole, Évreux Porte de Normandie, Seine-Normandie Agglomération, la communauté d'agglomération Seine-Eure et la communauté de communes Lyon-Sandel. Donc, c'est un territoire d'industrie qui a la particularité d'être assez étendu puisqu'il va du Havre jusqu'aux portes de l'Île-de-France. Il est à la fois urbain avec des villes comme Le Havre ou Rouen, rural, en grande partie rural, et très industriel également. Parmi les filières qui sont bien implantées sur ce territoire d'industrie, on a notamment l'automobile, la pétrochimie, la chimie fine. On a aussi la logistique, l'aéronautique et puis l'énergie dans son ensemble. C'est un territoire d'industrie qui est confronté à plusieurs enjeux, mais on peut citer un enjeu important actuellement, c'est l'enjeu de décarbonation, puisque l'Axe-Seine représente
les chiffres sont pas tout, enfin, tournent autour de 15% des émissions de CO2 en France. Donc, les EPCI de l'axe Seine, voilà, sont assez sensibles à la question de la décarbonation de l'industrie. Juste après, pour une petite précision, pour les actions que je vais énumérer pendant le webinaire, je parlerai plutôt des actions qui sont menées au sein de Cosenaglo, puisque c'est sur cette EPCI-là que je travaille principalement. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est celle de la transition numérique. On le sait, c'est un levier majeur, la mise en place pardon, des technologies numériques représente un levier majeur pour la réindustrialisation en tant que source de compétitivité et d'emploi. Mais le déploiement de ces technologies-là peut sembler insuffisante, notamment dans les petites et moyennes entreprises industrielles. Donc je me tourne vers vous, Alain Mathieu et Magali Denoyel. La plupart des entreprises sur votre territoire sont unipersonnelles, ce qui signifie que la transformation numérique repose sur les épaules de personnes qui ont plusieurs casquettes. Comment votre territoire fait-il pour les accompagner dans le développement numérique de leur entreprise, notamment en termes de compétences, de disponibilité? Est-ce que les entrepreneurs sont-ils sensibilisés aux enjeux du numérique? Et quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux, les plateformes e-commerce pour accompagner et pour permettre la transition numérique des entreprises sur votre territoire? Écoutez, on va répondre à deux voix avec Magali, donc tu n'hésites pas à intervenir quand tu le souhaites. Notre territoire, effectivement, comme vous l'avez dit, est majoritairement composé de toutes petites entreprises, voire essentiellement, je dirais presque à 80-90% d'entreprises unipersonnelles. Donc, c'est vrai que pour cette économie de proximité, la plupart ne sont pas forcément aujourd'hui très sensibilisés à la question du numérique. Certains n'ont pas encore pris le train en fait, du numérique. Et c'est vrai qu'on a souhaité nous mettre en place justement des actions d'accompagnement, déjà dans un premier temps pour les sensibiliser, parce qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont, comment dire, qui s'arrêtent vraiment à des considérations presque liées, pardon, mais à une dimension de fantasme. Le numérique, ça ne sert à rien, le numérique, c'est compliqué, je ne vais pas avoir le temps, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans notre territoire d'industrie en lui-même, la question en elle-même de la dimension numérique ne s'est pas réellement posée, puisque, comme je le disais en introduction, notre territoire d'industrie s'adresse bien sûr essentiellement aux entreprises de la Metal Valley. Donc, ce sont des gros groupes industriels, Vallourec notamment, qui travaillent beaucoup pour le nucléaire, etc. Ce sont des groupes aussi qui sont à l'international. Donc, pour ces groupes-là, la question du numérique aujourd'hui ne se pose pas réellement. Ils ont passé le cap, ils ont suffisamment de ressources en interne pour pouvoir fonctionner. Mais c'est plutôt sur les plus petites structures que pour nous, la question s'est posée. Elle s'est posée indirectement, presque en dehors de territoire d'industrie, à travers justement la mise en place de ce qu'on a appelé le Fonds régional des territoires, qui est en fait la déclinaison régionale du plan de relance. Et dans ce cadre-là, le territoire, le PETR, a souhaité mutualiser les fonds qui étaient d'abord essentiellement dédiés aux communautés de communes pour mener des actions collectives en direction justement de cette économie de proximité, essentiellement donc les entreprises, encore une fois, de 0 à 10 salariés. Et donc Magali pourra préciser, puisque c'est elle qui était en charge de cette mission justement au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et c'est vrai que le diagnostic qu'on a pu faire, c'est qu'on s'est rendu compte, oui, qu'il y avait vraiment une grosse carence de ces entreprises, encore une fois en direction numérique. Et l'autre constat qui était assez simple, c'est que ceux qui avaient le désir de franchir le cap du numérique, alors soit en ayant un site Facebook, soit un site Internet, ou déjà en fonctionnant avec une plateforme, avaient franchi le cap. Mais il reste toute une catégorie de cette population qui, effectivement, n'a pas aujourd'hui réussi à franchir le cap. Donc, on a mis en place différentes propositions, différentes actions pour les accompagner sur cette dimension de sensibilisation. Et c'est là où, Magali, peut-être tu peux nous préciser quelques actions. En fait, le travail a consisté déjà à recueillir leurs besoins sur le volet du numérique, mais pas que, puisque, encore une fois, sur un territoire rural, on n'a pas souhaité s'enfermer uniquement sur cet aspect-là, mais pour recueillir leurs besoins globalement,
pour faire face à la crise et relancer leur activité. Et ce qui est ressorti, c'est 3 besoins essentiels. Alors, un besoin budgétaire de trésorerie, bon, ce n'est pas très surprenant, mais les 2 autres besoins, c'était surtout d'avoir un accompagnement technologique et un accompagnement commercial. Donc, en fait, le numérique, pour nos très petites entreprises, c'est bien un outil identifié comme pouvant aider à vendre sur Internet. Et souvent, l'amalgame qui a été fait de leur côté, c'est soit je suis vendeur sur Internet et je suis un Amazon d'Internet, soit je travaille uniquement en boutique. Et là où on essaye de les amener, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bien l'un n'est l'autre. C'est-à-dire que le numérique, c'est le fait de l'impliquer, de l'inclure dans ses habitudes de travail et de l'utiliser comme un créneau supplémentaire, aussi bien dans ses outils de production, donc pour un artisan qui puisse gagner du temps en facilitant sa gestion d'entreprise, en réalisant ses devis. Le numérique, c'est ça aussi. Et c'est aussi être présent sur les réseaux sociaux pour créer du lien, parce que si on n'existe pas sur les réseaux sociaux, on a du mal aussi à exister dans la vraie vie, dans la vie réelle. Et c'est aussi pouvoir mettre des produits en ligne si on le souhaite, et si on a une typologie de produits qui demande à être vendus, là par contre, sur des marchés au national ou à l'international. Et la solution, elle n'est pas unique. La solution, elle est vraiment en fonction de chaque produit vendu, de chaque niveau d'utilisation de nos commerçants, de leurs compétences. Et c'est pour ça que l'accompagnement, en fait, il se fait par degrés. On a commencé par les inviter à une conférence de sensibilisation aux outils du numérique qu'on a mis en place avec Salah Benzekour, qui est co-auteur d'un livre, qui est coach de nombreuses enseignes très connues. Et ce qui a été bien dans cette dans cette conférence, pardon, on n'a pas encore fait en visio, c'est qu'il a vraiment pu adapter son discours aux toutes petites entreprises. Et l'idée, c'est que quand Internet a commencé, certains ont dit ça va passer, ça va se passer de mode. Non, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme Internet. Et quand on est dans une évolution technologique, que ce soit Internet, que ce soit l'industrialisation, en fait, toutes ces révolutions technologiques qu'on a pu vivre jusque-là, quand on est dedans, on ne se rend pas compte en fait, qu'on est dedans parce qu'on est dans une marche. Donc, si on ne la prend pas, en fait, cette révolution technologique et qu'on reste à côté, on n'évolue pas en même temps et on va rester effectivement sur le côté et notre entreprise va en payer les pots cassés. Donc, on a essayé, en fait, grâce à cette première étape, de faire adhérer, parce qu'il faut déjà susciter l'adhésion pour susciter l'action. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas suscité l'adhésion chez la personne pour l'emmener, et on ne peut pas faire adhérer si on ne met pas un niveau de compréhension. Donc, il faut comprendre pourquoi j'y vais, pourquoi tout le monde y va, ok, pourquoi est-ce que moi j'irai, et ensuite, il faut répondre à la question comment j'y vais. Donc, derrière cette conférence, on propose des actions de formation. Alors ça, c'est assez classique. Par contre, les actions de formation chez nous, elles sont en général faites entre 40 et 70 km d'ici. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est que les acteurs de la formation viennent sur notre territoire. Et on a travaillé aussi bien avec des acteurs privés du territoire qu'avec les chambres consulaires qui sont aussi habituées à mettre en place des actions de formation. Le partenariat qu'on a mis en place, c'est que les chambres consulaires qui d'habitude font des formations uniquement pour leurs ressortissants, là, ouvrent à l'ensemble des ressortissants. Et donc, on peut très bien travailler avec la Chambre d'agriculture, avec un ressortissant de la Chambre de l'industrie. Donc, ça donne aussi un regard croisé qui va, je l'espère, vraiment être intéressant. Et ces actions de formation démarrent la semaine prochaine. On travaille également avec des actions de formation pour que les acteurs du territoire puissent venir expliquer pourquoi il est intéressant d'avoir un site en ligne, pourquoi il est intéressant d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et pouvoir surtout leur parler des exemples concrets d'entreprises qui sont connues sur le territoire. Parce que les territoires ruraux, je pense que les autres aussi, ont besoin de témoignages de pairs. Puisque nous, si on parle, on n'a pas du tout le même impact que quand c'est un père qui va expliquer pourquoi il a eu recours à cet outil et comment ça a été mis en place. Et donc, il y a eu ces formations et on se rend compte aussi que pour réussir à attirer sur le numérique et quelle que soit la formation, il faut réussir à se mettre à la portée de tous. Donc, on a aussi décliné des sous-formats d'ateliers, parce que les formations, c'est des journées complètes ou des demi-journées. Et là, on a fait des ateliers qui sont d'une durée de 1h30 à 2 heures. Alors forcément, on n'approfondit pas autant, mais on arrive toujours à donner un niveau de connaissance, un niveau d'information supplémentaire. On essaye d'intéresser et derrière, une fois qu'on a donné l'information,
de proposer un autre rendez-vous pour qu'il y ait vraiment cette notion de montée en compétence et de pas, une fois que l'entrepreneur est venu, il a pris ce qu'il avait à apprendre et il repart chez lui tout seul. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'accompagnement individuel, il est important. Donc, on a aussi à cœur d'identifier une personne qui soit une porte d'entrée, donc aujourd'hui, c'est encore moi, mais qui soit vraiment une porte d'entrée vers la personne qui aura réponse à sa question. Ça, c'est un point très important, effectivement, que souligne Magali, c'est qu'on s'est rendu compte en consultant ces entreprises, enfin, ces petits auto-entrepreneurs pour certains, l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir par rapport à ces formations qui étaient proposées, c'était la dimension presque hors sol. C'est-à-dire qu'on allait leur faire une sorte de formation un petit peu standard, mais que derrière, ils se retrouvent à nouveau tout seuls chez eux devant leur ordinateur, ils étaient à nouveau perdus. Et donc, cette dimension d'accompagnement, au moins sur la première année, à l'occasion de 2 ou 3 rendez-vous, c'est vraiment un point essentiel. Et pour eux, ça a été vraiment aussi un élément qui leur a permis de dire bah, « Ok, j'y vais alors, parce que là, oui, je pense que ça va m'apporter. » Mais une formation one-shot, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je vais retomber dans les difficultés qui sont les miennes en étant seul. J'ai ma comptabilité à faire, j'ai ma communication à faire, j'ai mon business à faire tourner, j'ai ma gestion à faire. Donc, du coup, je n'ai pas le temps d'aller sur Internet, je n'ai pas le temps de fonctionner avec le numérique. Et donc, ça, cet accompagnement était vraiment, vraiment indispensable. Est-ce qu'on a répondu Parfaitement. Donc, merci beaucoup. On a parfaitement compris que du coup, sur votre territoire, on avait plus un accompagnement, on va dire, sur la durée et assez personnalisé. Tout à fait, oui. À présent, je me tourne vers Camille Brou. Donc, sur le même sujet, quelles initiatives votre territoire a-t-il développé pour accompagner les entreprises vers l'appropriation du numérique et des compétences associées? Alors, nous, on a mené une étude l'année dernière sur justement la question de l'appropriation du numérique et puis il y a des questions un peu relatives à l'innovation au sein des entreprises du territoire. Et les conclusions de cette étude montrent qu'il y a que la vision du numérique pour les entreprises du territoire est assez bonne. Il n'y a pas de... il n'y a pas de préjugés, de peur, de crainte liées au numérique, si ce n'est la gestion du risque industriel par rapport au numérique, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on part avec déjà un terreau assez favorable et des entreprises, tous secteurs d'activité confondus, ont plutôt une bonne image de l'utilisation du numérique. Alors après, comme vous le disiez, Madame de Noyelle, effectivement, il n'y a pas de solution unique. Et on doit bien mettre en place des actions qui sont dédiées aux différentes cibles qu'on a pu identifier sur le territoire. Alors, je vais citer quelques exemples d'actions qu'on a mis en place pour accompagner donc, la montée en compétences, les montées en compétences liées au digital. Je vais prendre comme premier exemple le cas de la marketplace qu'on a mis en place, qu'on a lancé au moment du Covid. C'est un projet qui datait d'avant le Covid, mais qui a été accéléré au début du Covid. Et cette marketplace a été ouverte au tout début du Covid. On s'est aperçu que les commerçants et les artisans, puisque les artisans sont aussi sur cette marketplace, pour le coup, avaient vraiment un vrai besoin de formation sur l'utilisation de cette plateforme et ensuite sur la gestion de la plateforme au quotidien. Donc pour ça, le COSEN-Aglo met en place, met à disposition gratuitement la plateforme pour les commerçants et les artisans et a proposé à tous les nouveaux entrants sur cette plateforme un système de formation gratuite, à la fois formation technique pour rentrer les produits, la partie vraiment technique de l'utilisation de la plateforme, et puis aussi une formation plus marketing sur la façon dont mettre en valeur ses produits, comment faire des systèmes de promotion, d'animer sa communauté de clients. Donc voilà, on a une première, pour la marketplace, des actions de formation personnalisées. C'est pas des formations communes, c'est commerçant par commerçant. Donc, la difficulté de ce type d'action, c'est que c'est un peu long et il faut avoir derrière
les moyens humains pour assurer les formations. On a ainsi un service du coup dédié au commerce qui a beaucoup œuvré pendant la mise en place de cette marketplace pour former les commerçants. On a pour les entreprises, donc hors commerce, hors artisanat, on a également des rendez-vous qui sont organisés pour favoriser la valorisation des outils numériques, mais qui prennent, là c'est un autre format, c'est plutôt des petits déjeuners thématiques qui sont organisés. Alors là, on a un petit peu souffert quand même avec le Covid, mais normalement, ça marche plutôt bien. On propose voilà, ces petits déjeuners sur des thématiques. Alors, ça peut être le marketing digital, les nouveaux outils d'agilité, des thématiques plus orientées innovation RH, innovation organisationnelle, gestion de l'image, gestion de ces outils informatiques. On s'est aperçu que ces rendez-vous étaient assez appréciés des entreprises parce que effectivement, ils apportent une réponse à une question très concrète que se posent les entreprises et ils permettent en même temps de faire du réseau et de connaître les entreprises du territoire. C'est des rendez-vous qui sont plutôt adressés aux PME du territoire qui n'ont pas forcément le temps, c'est un peu 2 en 1 ces rendez-vous, c'est réseau et puis information. Donc on espère que ça va reprendre assez vite parce que là c'est vrai qu'on a des entreprises qui sont demandeuses là, de la reprise de ces petits déjeuners. Concernant l'emploi, alors ça c'est des outils plus classiques, mais on a un service au sein de Cosen Aglo qui est dédié à l'emploi et à la formation qui s'appelle la Maison des compétences et qui là propose aux entreprises qui le souhaitent et aussi aux particuliers, puisqu'on essaie de toucher tout le monde en fait dans la formation et l'utilisation du numérique. Il y a les entreprises et il y a aussi les particuliers. Donc ça, des formations qui sont relatives à l'utilisation de la plateforme emploi mise en place par le territoire. Ça, on est vraiment effectivement dans de l'apprentissage pas à pas en fait, de l'utilisation d'une plateforme de ce type-là. J'y reviendrai plus tard, parce que je crois qu'après, on a une question relative à la cybersécurité, mais on a effectivement des actions qui sont ciblées cybersécurité, où là, on fait pas mal de choses, à la fois des outils financiers, des audits, donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis, par exemple, on a ouvert aussi récemment, il y a 2 semaines ou 2 semaines, on a ouvert un Fab Lab. Donc là, c'est pareil, c'est un endroit qui est géré par l'Agence de développement économique, qui vise à promouvoir l'innovation à la fois donc, dans la conception et dans la fabrication des produits. Et ça, on propose aussi, on a ouvert des sessions d'animation et de présentation de cet espace. On a 5 sessions par semaine qui sont pour l'instant complètes. Alors bon, comme ça fait que 2 semaines, on ne va pas s'emballer non plus, mais on voit que pour l'instant, il y a quand même une vraie demande alors là, c'est plutôt des particuliers aussi qui viennent découvrir l'endroit et puis les potentiels de nouveaux usages liés à l'ouverture d'un Fab Lab. Après, pour tout ce qui est accompagnement des grandes entreprises, puisqu'on a quand même des grosses entreprises industrielles sur le territoire, on est moins dans on propose pas en tant que tel de formation vraiment à ces grandes entreprises. En revanche, on a quand même une personne dédiée au sein de l'agence de développement économique qui est dédiée au numérique et à l'innovation, qui va plutôt chercher à accompagner les entreprises dans certains appels à projets, dans de la mise en relation avec des opérateurs de l'État. Mais c'est vrai que pour les grosses entreprises, on n'a pas de formation vraiment dédiée, puisqu'il y a déjà des formations qui existent. Donc, elles font moins appel à nous pour les compétences numériques. Voilà, à peu près une présentation des actions en cours.
Merci beaucoup. Donc, on le voit sur les territoires, aussi bien les collectivités territoriales, les chambres consulaires sont mobilisées pour proposer cet accompagnement au numérique, notamment aux petites et moyennes entreprises. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle à présent des écoles sur cet accompagnement à la transformation digitale. Donc, je me tourne à présent vers Fabien Nadou. Est-ce que, selon vous, les écoles de production, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, est-ce que ces écoles-là sont adaptées à la formation au numérique? Et une question plus générale, comment peut-on former autrement les jeunes aujourd'hui? Comment les préparer finalement au numérique qui va régir le fonctionnement, enfin une grande partie en tout cas du fonctionnement de l'industrie de demain? Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette question-là, en fait, il faut la remettre dans un contexte un petit peu plus global, en fait, hein. La question de la formation et au travers ces écoles de production, à mon avis, c'est quelque chose d'assez essentiel parce que pendant longtemps, on a parlé de désindustrialisation, hein, des pans entiers industriels s'en aller dans certains territoires. Et en même temps, en fait, c'était pas que l'industrie qui partait, c'était pas que l'outil de production qui partait, c'était aussi les outils de formation qui étaient liés à cet écosystème en fait territorial que sont les sous-traitants, les lycées techniques, la formation professionnelle, et donc ça crée effectivement un certain nombre de vides sur les territoires qui étaient impactés par cette désindustrialisation ou cette transformation de l'industrie en fait. Et du coup, on n'a pas forcément souvent suivi ou accompagné suffisamment, on va dire durement, la formation dans ces territoires-là. Et les écoles de production, à mon avis, sont essentielles dans le dispositif, notamment territoire d'industrie, pour recapter, en fait, ou au moins redonner de la capacité à certains endroits, certains acteurs industriels, de pouvoir trouver de la formation adaptée à leurs besoins et à leurs possibilités de recréer un écosystème industriel dans son ensemble. Et c'est souvent en fait le parent pauvre en fait de l'activité économique, la formation, c'est-à-dire qu'on parle de effectivement relocaliser un certain nombre d'appareils productifs ou de l'industrie dans nos territoires, mais on ne se pose pas la question de comment on va le faire sur la durée et avec quelles personnes on va pouvoir le faire. Donc le chaînon manquant sur la formation, c'est effectivement souvent le point d'achoppement pour les formations, c'est-à-dire que ça reste presque parfois même, j'ai envie de dire, incantatoire de dire on va faire revenir de l'industrie quelque part, d'accord, mais comment on va s'y prendre, avec quels moyens, on va pas, les gens sont pas essentiellement mobile toujours entre un domicile et un travail qui est éloigné de son travail. Et puis la question de l'attractivité auprès des jeunes et des jeunes publics de cet appareil productif et industriel est à mon avis essentiel. Donc redonner goût effectivement à du travail, on va dire industriel, dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la digitalisation, le numérique dans l'industrie, les nouvelles technologies dans l'appareil productif, ça peut effectivement être tout à fait utile d'avoir un outil de formation solide et qui peut accompagner cette architecture industrielle. À mon avis, c'est un point très très clé, hein, parce que et qui va prendre des années. C'est-à-dire qu'on on reconstruit pas de la main-d'œuvre adaptée et qualifiée à l'appareil productif qu'on veut réancrer sans reformer des gens sur plusieurs dizaines d'années, hein, au moins une dizaine d'années. Donc ça, c'est un point central. L'autre partie de votre question, c'est effectivement comment on fait venir les jeunes ou les populations en tout cas, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, mais les gens en reconversion aussi, qui sont déjà formés à certains métiers, qui ont vu partir leur appareil productif et puis un autre qui revient. Comment on réadapte cette formation et comment on redonne goût à l'industrie? Effectivement, d'abord c'est en parler. On sert à ça notamment aujourd'hui et à délivrer le message effectivement depuis un certain nombre de temps, et la crise de la Covid a remis au goût du jour cette question de notre capacité industrielle. Et donc ça, c'est une bonne chose d'abord. Et puis faire découvrir des métiers en fait qui ont évolué effectivement, hein.
l'ouvrier spécialisé, c'est plus celui du taylorisme ou du fordisme qui répète des chaînes, du travail à la chaîne, pardon, mais qui est capable de s'adapter, qui est capable d'avoir un arsenal effectivement de compétences un peu plus élaboré, qui peut répondre effectivement aux défis du numérique parce qu'il sait utiliser une machine, parce qu'il sait utiliser les ressorts de l'automatisation dans la production et qui comprend ça et que effectivement ça peut être plaisant de fabriquer soit des biens de consommation, soit au moins des produits manufacturés avec de la nouvelle technologie derrière et ça c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Donc, on vient d'évoquer on va dire le thème de la formation, de l'accompagnement à la digitalisation. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout digitaliser? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits, des secteurs, des entreprises où il est plus pertinent de favoriser le développement du numérique? Donc, je me tourne à nouveau vers Magali de Noyelle et Alain Mathieu. Donc, lors de notre échange avant ce séminaire, vous nous avez parlé de certains services qui avaient été développés dans votre territoire à destination des entreprises, comme des casiers connectés, des cartes de fidélité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces actions très concrètes qui permettent justement de digitaliser une partie de l'industrie et de nous préciser quels types d'entreprises sont particulièrement ciblées par ces actions? Oui. Alors en fait, les casiers connectés, c'est une initiative donc, qui est née suite au recueil des besoins. Et la clientèle qui s'est beaucoup rapprochée du commerce de proximité lors de la crise Covid, quand on a pu à nouveau reprendre nos habitudes de consommation, sont retournées consommer comme elles faisaient avant. Et donc, ce commerce de proximité a vu une clientèle repartir à nouveau sur les grandes distributions, ce genre de secteur. Alors qu'ils avaient mis en place des nouveaux outils, alors un petit peu de façon artisanale, des outils de click and collect, même par téléphone, ce genre de choses. Et donc, notre idée a été de professionnaliser ces pratiques. Donc, pour professionnaliser ces pratiques, on a 4 communautés de communes qui ont fait le choix d'acquérir des casiers connectés. Donc, ces casiers connectés ont 2 fonctions, dont une qui va être à proximité de la gare, donc c'est plutôt pratique. Ça permet aux commerçants d'avoir un point de collecte de sa marchandise qu'il peut mettre quand il le veut, 24 heures sur 24, et aux clients de récupérer sa marchandise également 24 heures sur 24. Donc, ça permet vraiment d'avoir un outil numérique que chacun peut s'approprier, c'est-à-dire que le commerçant qui ne veut pas avoir, parce qu'on en a qui ne veut pas, parce que le tout numérique n'est pas obligatoire, avoir un site internet et vendre en ligne et déposer ce produit, il peut aussi utiliser ce casier connecté avec un client qu'il connaît, qui l'appelle, qui lui dit mais tiens, j'ai pas le temps de passer, finalement je serai là à 20h. Il dépose le colis dans sa boîte avec un autre moyen de paiement qui le convient et ça laisse la liberté aux commerçants parce que les commerçants sont très attachés à leur liberté. Et cet outil, l'idée, c'est également, à la base, il est fait pour les commerçants, mais il est aussi fait pour les PME industrielles. On est un secteur d'activité très agricole et on a toujours besoin de la pièce de la moissonneuse-batteuse au moment où on s'en sert, c'est-à-dire le samedi soir, le dimanche, quand le magasin est fermé. Donc, l'idée, c'est également que ces entreprises-là puissent avoir accès. Je passe le soir récupérer mon fils à l'école, je récupère la pièce qui a été déposée à une autre heure que celui de la boutique est ouverte. Donc voilà pour les casiers connectés et ces casiers, ils ont également une autre fonction. Il est aussi possible d'avoir des casiers qui vendent du matériel ou des produits ou alors qui servent de point de collecte. Donc en fait, avec le même casier, on peut avoir cette double fonction, même cette triple fonction, parce qu'on a aussi des casiers où il n'y a pas de moyen de paiement assorti et il y a d'autres casiers où on a les moyens de paiement assortis. Donc ces casiers connectés aujourd'hui existent de plus en plus aussi sur des types conciergerie. En bas des immeubles, en ville, il y en a de plus en plus qui se déploient. Donc aujourd'hui, les territoires ruraux s'équipent aussi pour apporter ce service à la population et pour pouvoir dynamiser le commerce de proximité. Pour les entreprises, au niveau de la carte de fidélité, c'est une proposition qui a été faite d'avoir une carte de fidélité commune, donc que cette carte de fidélité soit digitale. Et avec cette carte de fidélité, on pourrait dynamiser notre économie de proximité en utilisant les comités d'entreprise de nos grosses entreprises
en leur permettant de faire les bons cadeaux qu'ils font habituellement au moment des cadeaux de naissance, de Noël, ce genre de choses, qu'ils réorientent en fait dans un cercle vertueux sur l'économie de proximité. Puisque là, on parle bien de l'attractivité du territoire. Pour qu'un territoire soit attractif pour une industrie, il faut aussi qu'il le soit pour les habitants. Puisque pour développer une industrie, il faut réussir à attirer des nouveaux talents. Pour attirer ces nouveaux talents, il faut aussi avoir un environnement de vie qui soit intéressant. Et en fait, tout ce cercle vertueux, si j'ai de l'économie de proximité, ma vie sera quand même plus agréable quand il y a des commerçants. Donc, même si j'ai cette industrie, il faut aussi que l'industrie prenne conscience du rôle qu'elle a à jouer sur le territoire pour pouvoir attirer et laisser vivre les travailleurs sur les territoires. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, ça va. D'accord. Mais cet aspect-là, je pense qu'il est vraiment ressorti, qu'en fait, on est tous dans un écosystème et qu'on est tous liés les uns aux autres et qu'on travaille, il faut qu'on arrive à travailler les uns avec les autres, alors, sans montrer les grosses métropoles du doigt, ce n'est pas non plus l'idée, mais bien de garder le dynamisme sur nos territoires si on veut aussi attirer du monde et que les gens ne vont pas travailler à 200 km de chez eux. Et en fait, c'est effectivement, comme vous le disiez, Fabien, on le sait, la crise pour une partie de la population, a fait redécouvrir l'économie de proximité et les circuits courts. Bon, c'est vrai que nous, on a effectivement été très sensibles dans cette enquête qui a été faite auprès de nos ressortissants économiques sur le fait qu'eux, effectivement, ils ont apprécié cette situation, effectivement, où ils ont vu revenir des clients qui, comme le disait Magali, étant confinés à l'époque, avaient le temps, n'avaient plus leurs horaires de travail. Et en parallèle, effectivement, cette clientèle locale, pour la plupart, on a redécouvert aussi, nous, que si elle ne le faisait pas avant, ce n'était pas parce qu'elle ne pensait pas à circuits courts ou producteurs locaux, c'est simplement parce qu'effectivement, elle travaillait dans d'autres secteurs. Le temps qu'elle rentre, le magasin était fermé, donc elle ne pouvait pas pratiquement consommer local. Donc l'idée de ces casiers, c'est vraiment déjà aussi d'apporter cette réponse et comme disait Magali, de redynamiser cette espèce d'économie, j'ai presque envie de dire circulaire, ce n'est pas exactement ça, mais au moins ce cercle vertueux. La carte de fidélité, idéalement, nous, on aurait souhaité, quand je dis nous, c'est Magali et moi, on aurait souhaité pouvoir l'adosser justement à une place de marché, Auxois-Morvan, qui aurait aussi servi, alors pas tant pour le commerçant à vendre essentiellement plus à travers cette place de marché, mais surtout à donner une identité territoriale, parce que là aussi, on s'est rendu compte en travaillant avec les différentes communautés de communes que quelqu'un qui habite Semur avait le réflexe assez naturellement chez nous d'aller à Dijon pour chercher quelque chose qu'il ne trouvait pas à Semur, alors que peut-être qu'à 10 km de chez lui, à Arnay-le-Duc, il pouvait trouver le produit en question. Et on s'était dit qu'avec cette plateforme, cette place de marché, le client Auxois-Morvan, le consommateur Auxois-Morvan, aurait accès, si possible, à l'ensemble de l'offre disponible sur le territoire, adossé donc à cette carte de fidélité, comme le disait Magali, de faire vraiment un cercle vertueux de consommation, mais malheureusement, on n'a pas pu mettre en place… Alors, au-delà de la carte de fidélité, ce qui était intéressant, c'était d'avoir des chèques cadeaux, puisque les comités d'entreprise ont une grande puissance financière quand on est sur des grosses entreprises. Et si cette puissance financière, au lieu d'être réorientée vers des circuits purement Internet, de rester sur un outil numérique, mais qui soit malgré tout réorienté vers l'économie locale. L'idée, c'était celle-ci. Et ce qui était intéressant dans cette idée, c'est de pouvoir créer du lien entre les grosses entreprises et les petites, puisque les grosses entreprises sont souvent assez déconnectées des commerces. Et donc là, c'était aussi reconnecter et remettre un petit peu du lien entre les gens grâce à ces chèques cadeaux. Et pas uniquement carte de fidélité en tant que telle. La difficulté, je pense que Camille ne va pas nous contredire, parce que si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez fait sur votre secteur. Nous, clairement, on n'a pas pu le faire parce que nos élus ont été frileux, parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait une grosse animation. Et cette animation, pour l'instant, on ne l'avait pas. Oui, il faut avoir quand même un petit peu de monde derrière, sinon, oui, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne marche pas du tout et ça déçoit tout le monde, et les commerçants et les consommateurs. Donc, ça, on en avait pleinement conscience. C'est pour ça qu'on ne l'a pas créé. Mais au niveau de la carte de fidélité, c'est quelque chose qu'on garde en tête parce que c'est peu coûteux. Il y a aussi besoin d'animation au moment de la mise en place, mais ensuite, on peut aussi s'appuyer sur des unions commerciales du territoire. Si on arrive à mettre en place une belle politique de communication et ce lien, justement, autour des grosses entreprises, PME et commerces, de prendre conscience et aussi, du coup, d'aller booster un petit peu le circuit de recrutement qui peine chez nous avec les problèmes de mobilité.
Donc, ça aurait aussi permis d'avoir des espaces d'échange, en tout cas, à travers cet outil. Fabien Ladoux. Oui, merci Caroline. Je voudrais juste peut-être apporter un petit point de vigilance en fait par rapport à ce que vous dites sur économie de proximité, voire économie circulaire, au moins circuit court, etc. Je serais assez prudent sur le terme économie de proximité en fait, parce que si vous voulez, si vous vous placez d'un point de vue d'un consommateur, l'économie de proximité, lorsqu'il commande sur une plateforme, une très grande plateforme connue mondialement et qui peut avoir son colis en 24 heures ou moins de 24 heures chez lui, le consommateur, pour lui, c'est de l'économie de proximité, ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement conscience que ça défie effectivement les réseaux locaux que vous voulez entretenir et que vous voulez supporter. Je parlerai peut-être plus d'économie territoriale, en fait. C'est-à-dire que effectivement, les forces vives du territoire se sont mis autour d'une table, ont dialogué, ont discuté d'un plan stratégique pour effectivement favoriser peut-être une économie un peu plus vertueuse en termes de circuits courts, etc., et de favoriser les commerces de proximité. Mais peut-être que le consommateur, il ne comprend pas ce terme d'économie de proximité et à mon avis, il faut faire attention avec ce terme-là. Merci pour le conseil, c'est noté. Une petite question d'un participant. Donc, vous avez parlé que vous aviez fait un questionnaire pour réaliser un diagnostic avant d'implanter vos actions. Une question concerne justement le type de technologie numérique qui a été mis en avant dans ce questionnaire. Est-ce que les besoins identifiés concernaient plutôt les infrastructures, les équipements ou les réseaux de communication, les logiciels, les machines, les sites Internet, de manière générale? Alors, nous, je pense que ça va être, comment ça s'appelle ? Ça va être Camille qui va pouvoir répondre parce qu'elle a mené également une étude. Parce que nous, on a été beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas fait une étude sur les niveaux d'acculturation au numérique ou aux outils existants et utilisés. On a vraiment été chercher une étude sur les besoins pour aller chercher derrière l'adhésion avec une proposition numérique. Si c'était bien la réponse qui pouvait être attendue. Mais je pense que Camille a eu une étude plus précise. Oui, alors malheureusement, je vais vous décevoir parce que je n'ai pas le dernier livrable de l'étude, donc je ne vais pas pouvoir répondre précisément à la question. En revanche, si vous me donnez les coordonnées de la personne qui a posé les questions, j'irai chercher l'info et puis je répondrai. Très bien, merci beaucoup. Ceci étant, juste pour compléter effectivement ce que disait Magali, dans l'étude, on avait quand même plus ou moins ciblé, est-ce que dans le numérique, vos besoins seraient plutôt de la formation, seraient plutôt de l'outil, seraient plutôt la création de sites Internet, où on avait quand même plus ou moins, non pas orienté, mais enfin au moins suggéré certaines propositions. Et pour rebondir aussi sur cette notion d'économie territoriale, un autre participant justement pose la question. Finalement, est-ce que on parle bien de stratégie de territoire, hein, est-ce qu'elle ne doit pas prendre en compte la notion de secteur d'activité, de filière, de zone de chalandise? Encore une fois, si on est dans cette question concernant le périmètre d'action, qui a besoin du numérique et où faut-il le développer de manière pertinente? Est-ce que sur vos territoires respectifs, vous pourriez nous dire plus particulièrement quel type d'entreprise ou quel type de secteur sont les plus demandeurs de transformation, d'accompagnement à la transformation numérique et qui sont le plus à même à mettre en place ces technologies numériques? Oui, moi je veux bien répondre. En fait, sur les secteurs d'activité, nous, on a fait une étude qui était plus globale puisqu'on s'adressait vraiment aux petites entreprises, tous secteurs confondus. Alors justement, ça a été aussi une difficulté, hein, ça a été un choix et en même temps une difficulté d'approche. Et ceci dit, quand une entreprise a une difficulté commerciale, finalement, elle se regroupe un petit peu autour des mêmes. C'est juste qu'on ne va pas utiliser les mêmes outils, les mêmes réseaux sociaux, par exemple, en fonction de la thématique et en fonction du secteur d'activité. Donc finalement, la réponse ne va pas être la même, mais l'interrogation va rester un petit peu relativement proche finalement. Assez classiquement, quand on échange avec les participants, sans être nous-mêmes des spécialistes, on voyait très bien que pour certains, un site Internet pouvait être un plus pour leur activité commerciale ou économique,
alors que pour d'autres, une simple page Facebook pouvait suffire. Et que l'idée de se dire il faut absolument avoir un site, ce n'était pas absolument nécessaire. Donc oui, il y a nécessairement une adaptation des outils en fonction de l'activité. De la même façon, les commerçants étaient plus enclins effectivement à utiliser ces outils numériques, voire des plateformes, bien évidemment que des artisans. Un artisan plombier, il n'a pas nécessairement besoin de ces outils-là pour développer pleinement son activité. Donc, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le numérique, oui, il faut prendre le train, sinon on va rester sous le quai de la gare et c'est fâcheux. Mais pour autant, ce n'est pas le tout numérique non plus. On est bien d'accord. Camille Brou ? Oui, pour compléter par rapport à la question des filières, nous, on a sur le territoire donc beaucoup d'acteurs de la logistique. On voit qu'il y a une vraie demande de voir comment on peut rendre plus efficient en fait, l'usage du numérique à l'échelle de l'ensemble de la filière. On vient de commencer là un travail avec un bureau d'études pour essayer de voir justement comment on peut accompagner la filière. Alors là, plus on sort un petit peu du territoire, mais plus axe Seine pour accompagner la filière logistique dans l'industrie 4.0, quoi, grosso modo. Mais alors là, c'est vrai que c'est plus, enfin, c'est pas que c'est plus complexe, mais on travaille à des échelles qui sont différentes, avec plus d'acteurs, donc là, oui, on est accompagné par des bureaux d'études pour ce genre de sujet à l'échelle de la filière logistique. Et deuxième point, on a aussi, nous, des demandes d'entreprises. Alors ça peut être différents secteurs d'activité, mais on est plusieurs territoires là, de l'axe Seine à travailler sur la mise en place ou au moins la détection de synergie d'écologie industrielle et territoriale. On va, pour essayer d'avancer sur ce sujet et d'identifier des synergies potentielles, on va utiliser le numérique. Il existe aujourd'hui des outils assez précis pour quantifier les flux, identifier et quantifier les flux. Donc, c'est un autre usage du numérique qu'on a pour accompagner les entreprises. Là, ce n'est pas l'entreprise qui a un usage spécifique du numérique, c'est comment le numérique peut accompagner l'entreprise dans des stratégies d'écologie industrielle, par exemple. Merci beaucoup. On va rester avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la cybersécurité. Donc, un des enjeux ici, c'est de voir quels sont les risques et les limites de la digitalisation. Donc, pourquoi COSEN Agglomération propose des actions concernant la cybersécurité et plus généralement, comment votre territoire accompagne les entreprises dans la protection des données? Alors, effectivement, nous, on part un peu du principe et on défend l'idée que plus on investit dans le numérique, plus il faut investir également dans la défense numérique. On a des enjeux quand on a des grands... Alors, c'est valable aussi pour des TPE, mais quand on a des gros industriels, un site industriel qui est entré dans l'industrie 4.0, la gestion du risque industriel, les enjeux sont énormes. Donc, la question de la cybersécurité, elle est primordiale. On a augmenté en tout cas le nombre d'actions de sensibilisation qui sont liées à la cybersécurité et à la défense numérique sur le territoire. Ça, à la fois, vous allez voir pour les entreprises, pour la collectivité d'elle-même et pour les habitants du territoire. On a une manifestation annuelle qui rassemble, alors là c'est plutôt pour les industriels, qui rassemble donc la collectivité, les plateformes industrielles du Havre et de COSEN Agglo, le MEDEF, la DGSI et ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Voilà, je le lis en entier.
Donc voilà, on rassemble tout ce monde-là, tous ces acteurs-là, pour présenter en fait les risques, en fait, pour faire des sortes de mises à jour des risques d'attaque potentielles qui existent. Parce que il y a ça aussi dans la cybersécurité, il y a un travail un peu de veille. Les attaques d'hier sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui, donc il faut se tenir au courant régulièrement. Et idem pour les moyens de défense mis en place. Donc voilà, ça, on a cette réunion annuelle qu'on organise en partenariat avec un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, voilà, qui anime cette communauté d'acteurs. On a également un autre événement, enfin, une fois par an, on organise une semaine de la sécurité. Alors la sécurité au sens large, hein, c'est sécurité industrielle en général, mais dans cette semaine, on a une journée dédiée à la cybersécurité, avec là des actions qui sont divisées. On a 3 cibles. On a les particuliers, d'une part, les entreprises et la collectivité, d'autre part, en tant qu'employeur, et puis enfin des actions qui sont dédiées aux salariés, aux élus, donc plutôt aux employés. L'objectif, c'est effectivement d'améliorer les bonnes pratiques dans l'usage du numérique, d'insister un peu sur ce qu'on a appelé la bienveillance numérique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que quand une entreprise avait été victime d'une cyberattaque ou d'un incident de ce genre, elle n'était pas forcément soutenue, et le réflexe d'autres entreprises, ça pouvait être de dire « Ah bah oui, mais tu avais qu'à mieux t'organiser ou être mieux accompagné. » Donc voilà, on s'est dit, il y a quand même peut-être un peu de bienveillance à avoir pour mieux informer les gens, mieux former, mieux... et puis aussi, on essaie d'alerter pendant cette journée dédiée à la cybersécurité sur le numérique responsable. Alors, à la fois d'un point de vue écologique et aussi au sens plus large en termes d'inclusion numérique, d'essayer de promouvoir le numérique et l'usage du numérique pour les petites entreprises et puis pour toutes les cibles en fait. Donc ça, c'est les actions qu'on met en place une fois par an, une pour chaque événement que je viens de citer. Et puis, on a aussi mis en place des outils financiers via la mise en place d'audits cybersécurité à destination des entreprises. Alors ça, on a 2 types d'audits. On a soit une sorte de simulation de phishing pour tester le comportement des salariés d'une entreprise face à une cyberattaque. Concrètement, vous recevez un mail frauduleux est-ce que le réflexe, c'est d'ouvrir la pièce jointe, d'ouvrir le lien pour sensibiliser ensuite les salariés d'une entreprise face aux cyberattaques. C'est des audits qui sont subventionnés à hauteur de 80%, donc qui reviennent à environ 150 €. Le reste à charge pour l'entreprise est d'environ 150 €. Donc, voilà, c'est accessible pour les TPE, PME. Et puis, on a un deuxième type d'audit, alors là, qui est vraiment au sein de l'entreprise. C'est soit un audit qui est plus organisationnel ou plus technique pour comprendre comment l'entreprise se défend, quels sont ses outils. Et alors là, à notre grande surprise, on s'est aperçu que, et ça c'est un vrai sujet, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont accompagnées par des professionnels du numérique pour leur cybersécurité, mais qui sont en fait mal accompagnés et qui font confiance en un certain nombre d'outils et qui en fait ne sont pas forcément les plus efficaces. Donc, il y a parfois des mauvaises surprises de chefs d'entreprise qui pensent être protégés et en fait, ils sont pas, la protection n'est pas si efficace que ça. Et donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, mais on a quelqu'un qui accompagne au quotidien les entreprises, qui est dédié au numérique, qui accompagne au quotidien les entreprises sur ces problématiques de cybersécurité aussi. Très bien, merci beaucoup. Donc là, au vu de vos témoignages, d'une part, on voit bien que mettre en place du numérique pour tout le monde, ce n'est pas forcément la stratégie pertinente, qu'il faut aussi faire attention
à la manière dont on met en place cette digitalisation au sein des entreprises. Donc, il me semble que ces deux constats-là que vous venez de faire, ce sont des constats qui sont partagés par Fabien Ladoux. Donc, plus généralement, comment des territoires, finalement dits plutôt ruraux, se sont parfois mieux adaptés que certaines métropoles à la transformation numérique. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que certains territoires ne souhaitent pas passer au tout numérique et pourquoi? Et est-ce qu'il faut forcer leur adhésion à cette transition digitale-là? Je ne prendrai peut-être pas la question comme vous me l'avez évoqué, notamment sur les territoires ruraux. C'est-à-dire que, en fait, sur cette question-là, on n'est pas forcé d'opposer territoires urbanisés, territoires ruraux, métropoles, villes petites et moyennes. Effectivement, les témoignages là, indiquent, et vous l'avez rappelé Caroline, que c'est la force du diagnostic en fait, territorial ou au moins du diagnostic partagé entre les secteurs, entre les filières, entre les acteurs de l'économie qui font le territoire, qui va finalement déterminer un petit peu les orientations et le type d'accompagnement qui va s'en suivre. Alors c'est vrai qu'il y a des territoires, effectivement, ça fait, ils n'ont pas attendu les grands programmes et on va dire le discours un petit peu généralisant sur il faut de l'industrie numérisée, il faut de l'industrie 4.0. Il y a déjà des territoires qui s'étaient déjà mis en ordre de marche là-dessus, qui avaient forcément anticipé ou qui étaient plus au fait de ça, mais parce que certainement que le dialogue avec les industriels était peut-être plus efficace ou se faisait depuis la coopération, depuis de longue haleine, etc. Et donc, il y a cette culture économique aussi qui peut être partagée entre la collectivité d'un côté qui a envie de mener une politique territoriale de développement économique et puis derrière des entreprises de ce territoire-là qui, finalement, en fonction de leur marché, en fonction de leur stratégie, en fonction de leur positionnement, avaient certainement commencé à on va dire, aller dans cette ère du numérique. Donc, effectivement, je pense que généraliser, c'est un petit peu pas dangereux, mais ça peut être aléatoire. Il y a des territoires, effectivement, ou des secteurs d'activité, Monsieur Mathieu l'a dit tout à l'heure, où voilà, ils n'ont pas besoin d'aller sur du tout numérique parce que juste un site internet ou juste une page Facebook, ça leur suffit pour leur activité. Et puis d'autres, effectivement, là, quand on parle de la grande industrie, qui a besoin de se réinventer, qui a besoin de faire de la R&D derrière, etc. Là, les nouvelles technologies, ils sont effectivement incontournables, ou ne serait-ce que pour changer leur modèle de production. On voit bien que la question des transitions à l'heure actuelle, où les injonctions en fait en termes de développement durable poussent en fait les modèles économiques linéaires qu'on connaît depuis 150 ans en tout cas, poussent ces modèles économiques à être réinventés et à justement introduire peut-être des nouvelles technologies pour avoir un cycle de production un peu plus vertueux. Donc, vous voyez, en fonction du type d'activité, et ça répond à la question d'un auditeur qui participe, qui a posé, Monsieur Simissi, qui a posé la question. Effectivement, derrière la stratégie publique d'accompagnement, des fois, elle n'est pas en phase avec ce que peut proposer le marché. Mais d'un autre côté, si le dialogue se fait entre acteurs publics et acteurs privés, on peut peut-être définir certaines orientations qui vont permettre aux entreprises de se positionner vraiment sur leurs besoins et pas faire une politique un petit peu de coquille vide où on va mettre du numérique pour tout le monde, mais en fait, personne ne va s'en servir. Donc, et là-dessus, en fait, je crois pas que les territoires ruraux ou les territoires peut-être plus en périphérique ou en marge des métropoles soient mis de côté. Et certains territoires ont effectivement mis en place des initiatives de longue date et ça leur correspond bien. Je vous dis, ensuite, c'est la force du diagnostic partagé qui fait consensus et qui fait processus derrière. Ouais. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, j'en conviens, mais parce que le positionnement est assez difficile, en fait. Non, si, ça répond. Et encore une fois, dans votre réponse, vous insistez sur l'importance de ce diagnostic-là, initialement. Ouais, diagnostic, dialogue, vraiment. Alors, effectivement, c'est presque du cas par cas, mais c'est aussi le travail des services de développement économique aussi, peut-être d'élargir un petit peu les panels classiques quand on a une entreprise qui s'implante. Après, il y a les entreprises qui sont là aussi et quels sont leurs besoins, faire effectivement avec elles
de la concertation de quels sont leurs besoins au coup par coup en fonction de leur marché, où est-ce que se situe leur marché et quel type de technologie ils ont besoin pour développer leur marché. Donc, c'est presque du cas par cas, un travail de longue haleine, mais ça permet aussi à l'entreprise de se sentir accompagnée, on va dire, de vivre dans ce que Magali disait tout à l'heure, de ce fameux écosystème. C'est aussi ça, hein, c'est de créer du lien et on va dire des processus de mise en lien entre tous les acteurs et de savoir effectivement où sont les besoins et en fonction de ce que d'abord le territoire peut offrir dans sa capacité, parce que c'est pas toujours le cas, mais aussi sur le positionnement exact des entreprises et où se situe leur zone de production, de chalandise, de marché, avec qui ils travaillent, etc. J'ai une petite question pour l'ensemble des intervenants. Dans le cadre du programme Territoire d'industrie, donc un territoire d'industrie, ça regroupe plusieurs intercommunalités. Donc, comment le programme peut-il gérer le fait que sur différentes intercommunalités, les besoins soient différents? Comment vous pouvez mettre en place avec le programme une action qui essaye quand même de cibler l'ensemble des intercommunalités? Est-ce que c'est possible? Ou alors vous êtes obligé effectivement de faire au cas par cas et finalement de laisser la responsabilité par exemple, de l'accompagnement de la transition numérique aux intercommunalités. En d'autres termes, est-ce que le programme Territoire d'industrie finalement a une échelle pertinente d'action pour la transition numérique? Alors oui, parce qu'il y a des actions transverses. Enfin, là, c'est une réponse un petit peu rapide de ma part. Par contre, le territoire d'industrie, ce n'est pas une seule action. Donc en fait, le territoire d'industrie, c'est comment intervenir de façon le plus transversale possible sur un territoire donné, c'est-à-dire que les gens sont mobiles. Donc si on réfléchit, on prend l'hypothèse à l'inverse, c'est-à-dire si jamais je travaille sur un territoire d'industrie à l'échelle d'une interco, ça veut dire que je me prive de tous les sous-traitants qui existent à 20 km, que je me prive de toutes les ressources humaines qui existent à 20 km, que je ne fais pas de lien avec les organismes de formation qui sont à 20 km. Donc, ce serait tomber dans l'absurde, en fait. Et c'est pour ça que je suis convaincue, et je pense que mes collègues aussi, que la bonne échelle pour un territoire d'industrie, c'est plusieurs intercommunalités. Même si on est sur des filières différentes, on a quand même des métiers qui sont transversaux. Nous, on a besoin de production sur l'échelle du nucléaire, sur le bois et sur l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, un opérateur en industrie agroalimentaire, il a les mêmes compétences qu'un opérateur sur une chaîne nucléaire, sauf qu'il lui faut des compétences complémentaires en HACCP. Par contre, pour régler une machine, on va retrouver, si vous voulez, des réglages en pneumatique. Alors, pareil, je ne suis pas une spécialiste de la formation, mais il y a quand même des connaissances en électronique, en pneumatique qui vont se retrouver à l'identique. Et si on veut travailler également à garder nos organismes de formation sur nos petits territoires, encore une fois, on est sur un territoire rural. Aujourd'hui, on a des organismes de formation qui s'adaptent à la demande des entreprises et des territoires. Donc, on a créé, notamment avec Territoire d'industrie, on a relevé une difficulté pour l'industrie agroalimentaire d'avoir des opérateurs de production. Donc, on a développé en mettant maintenant une action de formation HACCP à proximité, alors qu'avant, il fallait aller sur Dijon à 60-70 km. Et vous aviez parlé de la mobilité, c'est essentiel sur nos territoires ruraux, la mobilité, la formation des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont obligés de partir pour aller se former, souvent ne reviennent plus. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir les conserver, les former et les former là où il y a du travail. Hein. Et pour compléter ce que dit Magali, effectivement, je crois que la vertu de territoire d'industrie, alors il se trouve que nous, la dimension sensibilisation numérique, on l'a fait plus à travers la mise en œuvre du Fonds régional des territoires. Mais comme le disait Magali, en revanche, la question de la formation, du recrutement, ça, c'est un sujet dont on s'est emparé dans le cadre de territoire d'industrie, en transversalité entre les Comcom. Et il se trouve en plus, nous, que sur une dimension PETR comme la nôtre, très rurale, nos communautés de communes n'ont pas nécessairement chacune des agents de développement économique aussi, et donc ne sont pas forcément toujours en capacité de s'emparer de ces sujets et d'y répondre. Et ça, je pense que c'est une vertu de territoire d'industrie, c'est au moins de permettre d'identifier les difficultés des uns et des autres, et puis, le cas échéant, de pouvoir trouver des réponses transversales et complémentaires qu'on peut mener. Et pour ça, il faut qu'effectivement, dans notre cas, c'est le PETR qui les mène nécessairement. Alors, encore autre chose, c'est que ça permet aussi d'éviter d'épuiser les partenaires. Parce que, par exemple, si on travaille avec l'UMM et qu'on travaille à chaque échelle interco, ça veut dire que chaque interco, là où aujourd'hui nous on en a 4, vont recevoir à chaque fois des
des interlocuteurs différents. Et ça va, enfin, pour la notion de partenariat, c'est un petit peu plus compliqué pour les chambres. Donc là, d'avoir une information unique et une organisation unique. Et en plus, nous, on n'a pas non plus un volume d'entreprise suffisant de toute façon pour travailler à cette échelle-là. Peut-être que c'est plus, enfin, ça se questionne plus pour Camille, effectivement, où vous avez plutôt un territoire assez dense, je pense, au niveau du tissu industriel. Oui, et puis avec nous, du coup, avec cet EPCI différent, donc d'autres problématiques, notamment en termes un peu de coordination des acteurs et puis de réussir à fédérer 7 territoires différents. Mais du coup, on s'est aperçu pour l'Axocène que c'était dur de fédérer autour de chaque sujet autant de territoires différents. En revanche, l'intérêt, moi je trouve, de territoire d'industrie, c'est vraiment le cœur de la démarche, c'est de partir du besoin de l'entreprise pour faire remonter les besoins aux opérateurs de l'État. Et on le voit, alors j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure, mais on le voit bien par rapport au plan de relance. Il y a quand même beaucoup d'appels à projets du plan de relance. On voit bien que ça correspond bien aux besoins qu'on a fait remonter des industriels. Donc, je pense qu'il y a, pour reprendre la question de départ, il n'y a pas forcément d'échelle parfaite pour territoire d'industrie. C'est un petit peu au cas par cas en fonction des besoins des industriels. Et effectivement, on ne va pas pouvoir comparer la méthode et les moyens utilisés pour un territoire très industriel et puis un territoire plus rural. C'est un peu, je trouve, la difficulté et l'avantage en même temps de territoire d'industrie, c'est que c'est à la fois un dispositif très souple, donc qui permet, il y a un panel d'outils et de liberté en fait assez intéressant. Mais d'un autre côté, comme c'est pas forcément toujours bien défini, il faut pouvoir expliquer un peu aux entreprises, aux industriels, aux élus la finalité du dispositif. Alors c'est mieux maintenant avec 3 ans de recul, mais au début, ça a été un peu difficile de faire comprendre, je trouve, la finalité du dispositif à certains acteurs. Et puis l'autre vertu, moi, que je trouve aussi à territoire d'industrie, ça me rappelle ce qu'on a connu il y a quelques années avec les pôles d'excellence rurale. C'est effectivement de permettre le dialogue entre le monde de l'industrie ou de l'économie ou de l'entreprise et des collectivités territoriales, qui sont, qu'on le veuille ou non, 2 mondes assez différents dans leur mode de fonctionnement, dans leur temporalité. Et c'est vrai que cet espace de dialogue alors, est plus ou moins réussi en fonction du sujet, en fonction du moment. Mais en tout cas, permettre cet espace de dialogue est, à mon sens, vraiment nécessaire. Et on a vu dans les comités de pilotage qu'il y a des points de convergence évidents. Mais voilà, des espaces de dialogue n'étant pas nécessairement existants, pour l'instant, on ne pouvait pas les mettre sur la table. Et l'avantage de ce dispositif, c'est aussi celui-là, je trouve. Oui, je partage complètement Je partage aussi. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais la question des échelles reste toujours primordiale. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir un périmètre pertinent. Alain, tout à l'heure, parlait effectivement du réseau, peut-être d'un projet d'économie circulaire. L'économie circulaire, où est la bonne échelle pertinente pour organiser son réseau d'approvisionnement avec les sous-traitants? Magali en parlait aussi. Ou avec la formation et la mobilité des jeunes et des moins jeunes, etc. Et puis, cet espace de dialogue, en fait, il permet aussi un espace de connaissance. C'est-à-dire que bien souvent, sur un territoire, les entreprises, côte à côte, ou pas très loin en tout cas, ne savent pas ce que l'autre fait. Et donc, territoire d'industrie, ça a une vertu aussi, c'est de mettre en commun un certain nombre d'enjeux, de mettre sur la table, de faire connaître un certain nombre d'activités pour ensuite peut-être mutualiser un certain nombre de choses et de dire, effectivement, hein, c'est la fameuse théorie du district industriel à l'Alfred Marshall au début du XXe siècle, de dire qu'il y a cette espèce d'atmosphère industrielle qui se crée là par cet espace de dialogue, par la formalisation effectivement d'un certain nombre de réunions, des fiches actions. La fiche action, c'est important parce que du coup, on liste effectivement avec en plus le double pilotage d'un industriel et d'un élu. On met en place une fiche action en disant voilà ce qu'on a identifié sur le territoire, on se connaît mieux, on sait ce que les entreprises fabriquent, on sait
sur quel marché elles sont, ce dont elles ont besoin. Et en même temps, on va anticiper, on va programmer une action qu'on a discuté, partagé et qu'on a pu évidemment faire connaître à l'ensemble des acteurs qui sont présents. Donc, double aspect, effectivement, double intérêt, c'est l'espace de dialogue et la mise en connaissance, en fait, de ce que le voisin ou l'acteur qui est à côté de nous ou l'agent économique met dans le dispositif. Ouais. Et merci beaucoup. J'en profite pour vous relayer donc, une information de Didier Moreau, l'un des participants si des personnes sont intéressées pour voir l'action du gouvernement en direction des TPE-PME sur le domaine du numérique, vous pouvez aller voir l'action France Num. Il précise notamment que cette action comprend des diagnostics numériques réalisés par les chambres consulaires pour les TPE-PME. Et j'en profite également pour poser une autre question, celle de Paul Souplet, concernant les aides pour les TPE. Quelles sont les aides de l'État ou de la région qui sont dédiées à la numérisation des petites entreprises? Et en fait, je vais m'adresser plus particulièrement à Magali de Noyel. Au tout début du séminaire, vous avez parlé du Fonds régional pour le territoire. Alors, juste peut-être de préciser pour nos participants qu'est-ce que ce fonds régional, même si vous ne l'avez pas forcément mobilisé pour des actions numériques, mais de préciser quel est ce type d'aide que que votre territoire a mobilisé. Je vais laisser répondre Alain, en sachant que c'est régional. Voilà, là, c'était spécifique. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si d'autres régions l'ont mis en place, mais comme je le disais en débutant, c'est une déclinaison en fait, du plan de relance à l'issue du premier confinement, enfin de la fin du premier confinement, qui a été mis en place par la région Bourgogne-Franche-Comté. L'idée était de dire, en s'adressant aux communautés de communes, si vous mettez 1 euro, moi, région, je mets 3 euros en plus au nombre d'habitants. Et donc, du coup, ça vous fait une enveloppe qui vous permet, dans un premier temps, d'avoir un fonds disponible pour aider en aide directe, essentiellement, les artisans, commerçants qui avaient peut-être du mal à sortir de cette période de confinement et à se relancer. Et puis, ça, c'était en juin, donc l'année dernière, et puis, enfin en juin 2020, pardon. Et puis donc en septembre 2020, l'idée a été de dire il faut qu'on fasse peut-être plus que les seules aides directes. Il faut peut-être aussi qu'il y ait de l'aide un peu globale à l'investissement. Et c'est de là qu'est née sur notre pays, à la suite de la proposition de mon président, en s'adressant à ses homologues présidents de communautés de communes, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser une partie de ce fonds qui est aujourd'hui dédié dans chaque Comcom pour, d'une part, avoir une ingénierie dédiée au moins sur une année, et c'est le poste du coup de Magali en 2021, et pour du coup réfléchir à mener des actions collectives et sur la durée. Donc, pas seulement en réponse immédiate à la crise sanitaire, mais peut-être des actions sur le plus long terme qui pourraient permettre à notre économie de proximité d'être mieux armée justement en cas de survenance de crise de cette nature. Et mon président étant également vice-président au numérique à la région Bourgogne-Franche-Comté, a souhaité aussi proposer cette coloration un petit peu numérique en disant est-ce que ça ne serait pas l'occasion justement d'essayer de mener des actions pour aider nos entreprises à franchir ce cap de la montée en compétences du numérique. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais par ailleurs, alors là, je ne pourrais pas répondre dans le détail à la question de l'intervenant. Oui, évidemment, il y a des aides de la région, des aides de l'État en direction de l'économie de proximité. Alors, ça passe parfois à travers des actions qui sont mises directement en place par les chambres consulaires. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des parties aussi de diagnostic auprès des entreprises sur leur utilisation de l'outil numérique, leurs besoins, etc., qui sont faits en parallèle via des fonds justement dédiés spécifiquement, notamment à travers de la région. Mais effectivement, aujourd'hui, les acteurs qui vont accompagner, on va trouver essentiellement la région et l'État. En tout cas, chez nous, voilà, le département, par définition, n'étant plus dans une compétence économique aujourd'hui directe, a plus de difficultés pour intervenir sur le sujet. Oui. Les chambres, c'est le bon interlocuteur, parce que les chambres vont pouvoir les orienter vers les dispositifs d'aide actuels. Voilà, et j'ajoute, parce que je n'ai pas terminé, qu'effectivement, le Fonds régional des territoires, officiellement, est terminé. C'était vraiment mis en place pour 1 an. Alors aujourd'hui, la région est en train de réfléchir à se dire est-ce qu'on ne pourrait pas quand même pérenniser plus ou moins ce système
voilà, peut-être en l'aménageant un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment là aussi, encore une fois, du one-shot pour monter en puissance. D'où la proposition de mon président de dire oui, mais au 31 décembre 2021, tout ne s'arrête pas. Les difficultés sont toujours là, les besoins en formation numérique sont toujours là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver aussi des solutions pour continuer à accompagner? Donc, nous, on va voir ce que ça va donner, ces formations qu'on met en place, là aussi en lien étroit avec les chambres consulaires qui le font aussi. Et je sais que, par exemple, nous, la CCI est très, très intéressée pour poursuivre l'expérience avec nous, pays Auxerre-Morvan, pour en faire un petit peu un territoire exemplaire sur ce domaine-là, pour essayer de monter encore une fois en puissance sur l'accompagnement des entreprises pour prendre ce train du numérique. Oui. Merci beaucoup. On a commencé à l'évoquer, il y a effectivement des différences dans la digitalisation des petites et des grandes entreprises. Camille Brou, on a parlé ensemble, on sait que la mise en réseau est un élément important de la coopération interentreprises et surtout pour les plus petites. Comment le territoire s'est-il saisi de cette problématique autour de la coopération interentreprises et comment la création d'un réseau d'entrepreneuriat innovant peut favoriser les bonnes pratiques en matière de digitalisation? Alors, je vais commencer par les grandes entreprises. Mais on a sur le territoire, depuis le début des années 70, une association qui s'appelle PJR, l'association des entreprises de Port-Jérôme et de sa région, qui regroupait les gros industriels de la zone et qui, au fil du temps, s'est élargi et compte maintenant parmi ses membres des entreprises beaucoup plus petites. Et l'AEPJR a depuis très longtemps pris aussi en charge ces questions de numérique, de cybersécurité, d'innovation. Donc, on n'a pas que la collectivité et l'Agence de développement économique qui se sont emparées de ces questions. Les entreprises elles-mêmes sont au fait de l'importance de s'emparer de ces thématiques. Après, pour les plus petites entreprises, alors qui encore une fois intègrent maintenant cette association, mais on a effectivement un espace de coworking sur le territoire qui regroupe actuellement une vingtaine de coworkers. Certains de ces coworkers, à l'issue de leur passage dans l'espace de coworking, partent en incubateur via en Normandie, voilà, c'est Normandie Incubation. On a certains coworkers qui sont pris à Normandie Incubation et puis qui n'y vont pas d'ailleurs. Enfin, ça dépend des fois. En tout cas, ce qu'on essaie de faire au sein de cet espace de coworking, c'est de créer une culture, effectivement, une culture de l'innovation. Et puis, quand je parlais tout à l'heure de bienveillance, de responsabilité, c'est des thématiques qu'on traite au sein de l'espace de coworking. Les coworkers ont des moments aussi dédiés un petit peu sur le modèle de ce dont je parlais tout à l'heure, des petits déjeuners d'entreprise. On fait la même chose avec les coworkers pour qu'il y ait vraiment une culture, des liens qui se créent entre eux et qu'ils ne se retrouvent pas juste ensemble dans un espace, mais qu'il y ait vraiment des liens qui se créent entre les différents coworkers. On essaie aussi d'ailleurs dans cet espace de coworking de développer, mais on commence tout juste, donc je ne vais pas tellement pouvoir vous dire dans quelle mesure ça fonctionne, mais on s'est aperçu depuis l'augmentation du télétravail qu'on a un certain nombre de salariés qui habitent sur le territoire, qui travaillent un peu plus loin et qui seraient bien tentés par faire du télétravail, mais qui n'ont pas envie de le faire chez eux, ou alors leur employeur n'a pas envie de les laisser en télétravail chez eux. Et on est en train de réfléchir à ouvrir cet espace de coworking pour des salariés du territoire qui veulent faire du télétravail.
ça peut être rassurant pour l'employeur et puis ça peut permettre aux salariés de travailler dans des meilleures conditions de télétravail avec un environnement qui est plus propice au télétravail parfois. Et on se dit que ce qui peut être intéressant aussi en faisant ça, c'est de développer encore des réseaux interentreprises. Mais ça, bon, j'ai pas encore. On vient juste de le lancer, donc je ne sais pas, tellement ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça répond à une demande quand même des entreprises du territoire. On est preneur, Camille, on est preneur du retour quand vous aurez plus d'éléments parce que D'accord. voilà, on a, nous, dans notre territoire d'industrie, 2 projets de création de tiers-lieux, Oui. dont un très clairement avec vocation justement d'avoir un espace dédié télétravail aussi, dans ce sens-là. Ouais. Oui, bah c'est vrai que ça, c'est quelque chose finalement d'assez récent qui est lié au contexte. Bon, c'était difficile à prévoir, mais ce n'était pas prévu dans la façon dont on avait imaginé l'espace de coworking à la base. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça peut peut-être être une façon d'enrichir la communauté de cet espace. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis, alors, concernant, je crois qu'il y avait par rapport à l'innovation, alors nous, on essaie de former aussi enfin, pas de former, mais de sensibiliser plutôt les élus à la problématique de l'innovation. Et on organise régulièrement des séminaires avec le réseau Rétis pour sensibiliser les élus aux enjeux de l'innovation sur le territoire. Quand je présentais le territoire tout à l'heure, je disais on est un territoire effectivement industriel avec encore une activité liée à la pétrochimie, enfin voilà, un tissu économique qui doit, il y a une volonté de diversifier le tissu économique et les élus sont bien conscients que ça va passer par l'innovation, mais bon, entre être conscient et puis dans les faits, comme on arrive à faire venir des entreprises innovantes, bon, c'est pas si simple que ça. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le lien entre attractivité, commerce, c'est tout un ensemble de choses. Pour essayer quand même de promouvoir l'innovation, on est en train de monter un démonstrateur, un projet de démonstrateur dans l'entrée de la zone industrielle de Port-Jérôme, pour essayer justement de répondre à cette question de comment on fait entre la conception d'un projet, ce qui se passe entre la conception du projet et l'industrialisation du procédé. Il nous manque cette étape de démonstrateur. Il y a une vraie demande entre nous, Le Havre, Rouen est un petit peu plus loin, mais voilà, on a cette demande commune de plusieurs EPCI. Donc, la création d'un démonstrateur pour pour essayer de développer l'installation, l'implantation d'entreprises innovantes sur le territoire. Oui, donc au final, favoriser la transition numérique et l'innovation, c'est un moyen d'attirer de nouvelles entreprises sur son territoire. Donc, ça rentre dans cette stratégie d'attractivité. Voilà, encore faut-il avoir les outils et les structures qui permettent à un porteur de projet de venir s'installer. Oui. Et c'est vrai que le démonstrateur peut être un de ces outils. Ce n'est pas le seul, mais ça peut faire partie des outils intéressants. Merci beaucoup. Toujours concernant cette question d'écart finalement de degré de digitalisation entre les petites et les grandes entreprises, est-ce que dans le pays Auxois-Morvan, vous avez constaté un écart déjà entre grandes entreprises et petites entreprises et est-ce que finalement le fait que vous ayez sur votre territoire un pôle, vous l'avez rappelé en introduction, un secteur de la métallurgie qui est très développé d'un côté et de l'autre un tissu d'entreprise unipersonnel. Est-ce que finalement l'écart de digitalisation est visible sur ces deux, on va dire, sur ces deux parties du territoire? Je te laisse répondre, je pense. Alors oui, oui, nécessairement, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur un pôle d'entreprise, encore une fois, de renommée internationale.
pour certaines qui sont quasiment uniques dans leur champ de compétences. Donc oui, ces entreprises, en plus la technologie utilisée, fait que ces entreprises, oui, nécessairement ont pris le virage du numérique depuis bien longtemps, essentiellement pour leurs outils de production, puisqu'elles ne sont pas là nécessairement sur la question de la communication sur leur activité, mais vraiment pour leur outil de production, global d'ailleurs, enfin assez global, aussi bien de l'outil de production directement que sur éventuellement la gestion des RH aussi. Enfin voilà, donc là-dessus, là, pour ces entreprises-là, la question du numérique, j'ai envie de dire, ne se pose pas ou plus. Voilà, elles sont en marche et il n'y a pas de difficulté. Nos petites entreprises, elles, effectivement, c'est surtout celles-là qu'on a ciblées, ont besoin de cet accompagnement, ont besoin d'être accompagnées. Maintenant, la question de l'écart entre les deux, j'ai envie de dire, il n'est pas nécessaire d'essayer de résorber cet écart, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'outil numérique au sens large peut être très, très différent et utilisé très différemment selon le type d'activité. Ce qui, en revanche, nous intéresse, nous, c'est que ce soit ces grandes entreprises de la Metal Valley à travers l'outil numérique ou nos petites entreprises, derrière ça, finalement, c'est ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, c'est la question de l'attractivité du territoire aussi. C'est la question, la capacité à montrer qu'on est un territoire innovant, en capacité d'utiliser justement ces nouveaux outils. On évoquait tout à l'heure notre souhait de mettre en place une place de marché. Encore une fois, c'était surtout dans une volonté d'identité territoriale, de montrer d'abord aux habitants du territoire l'ensemble de l'offre, mais également aux candidats à l'installation, voilà, qu'ils arrivaient sur un territoire où ils pouvaient trouver une offre commerciale, artisanale, de services très importante. Donc, pour moi, la question de l'écart n'est pas si dramatique que ça. Ce n'est pas la question, je crois. En revanche, est-ce qu'il y a une forme de retard pour nos petites entreprises? Là, oui. Oui, clairement. Et c'est pour ça, notamment que dans le cadre du FRT, on a souhaité mettre en place ces actions de sensibilisation. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les chambres consulaires le faisaient à leur niveau aussi, comme le disait Magali tout à l'heure, au niveau de chacun de leurs ressortissants. Et les échanges qu'on a avec eux, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de mobiliser, essentiellement par manque de temps. Les entreprises en question, vous l'avez dit en débutant ce webinaire, sur mon territoire, 90% sont quasiment unipersonnels ou un seul salarié. Donc, c'est vrai que c'est un temps d'appropriation qui, pour certains, est très, très difficile, quoi. Donc, il faut trouver, c'est ce qu'on a trouvé notamment, une solution, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais jusqu'à présent, les formations étaient plutôt faites à Dijon, au siège des chambres consulaires. Bah là, en dealant avec les chambres, elles ont accepté de venir faire les formations sur place, ce qui évite un temps de trajet. Et pour nous, dans un territoire rural, c'est très important. Donc, un commerçant, un artisan va pouvoir suivre cette formation parce qu'au lieu de lui prendre la journée pour se déplacer à Dijon, ça ne lui prendra qu'une demi-journée. Donc là, il est prêt entre guillemets, à faire le sacrifice de son temps parce que derrière, il y a eu aussi cette action de sensibilisation en lui montrant que ce n'est pas du temps perdu, que l'appropriation de l'outil numérique qui va qui va être facilité à travers ces formations, ça va aussi demain lui faciliter ses process, son travail, son business, etc., quoi. Il y a juste un aspect qui paraît intéressant, je me permets, il y a un spectateur, un participant qui disait l'aspect mécénat, alors effectivement, je trouve que ça peut vraiment être intéressant. Il y a eu plein d'initiatives comme ça, donc d'accompagnement, de tutorat, il faut voir un petit peu le nom, d'un chef d'entreprise vers un autre, puisque, encore une fois, le témoignage entre pairs paraît vraiment essentiel et l'appropriation du bon outil. Et là, si on arrive à mettre ça en place, l'idée, c'est de le faire dans le même secteur d'activité pour que ça parle encore plus. Et ça, je pense que ça peut être une très bonne idée quand on a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont encore réticents à utiliser les outils du numérique. Le fait que quelqu'un d'autre vienne lui montrer, donc un homologue, vienne vraiment lui montrer le temps qu'il gagne, l'efficacité, les marchés qu'il avait pu conquérir grâce à de nouvelles pratiques, je pense que l'accompagnement individuel peut aller aussi à travers des engagements qu'on peut trouver auprès de chefs d'entreprise. C'est ce qu'évoquait Magali tout à l'heure. La dimension du père qui va vous accompagner ou vous montrer, effectivement, est primordiale parce que trop souvent, il y a un côté presque un peu doctoral comme ça, des sachants qui vont venir expliquer à quel point le numérique est fabuleux.
le chef d'entreprise, il ne comprend pas ce discours, quoi, clairement. Alors que si c'est un homologue ou un artisan aussi qui va lui expliquer, bah, tiens, moi j'ai réussi à passer le cap parce que ci, parce que ça, bah, là, il y verra beaucoup plus d'intérêt, oui, c'est certain. Donc c'est pour ça que, alors, pour reprendre votre question, oui, effectivement, Caroline, il y a un écart entre nos entreprises industrielles et ces toutes petites entreprises. Mais c'est aussi, je pense, ce qui fait peut-être à la fois la richesse et le paradoxe du rural, c'est que sur notre territoire, on a exactement les deux. On a vraiment cette dimension, entre guillemets, de petites entreprises très rurales, de proximité, et puis ces gros groupes industriels à notre échelle qui finalement sont sur le même territoire. Donc, encore une fois, pour l'attractivité, ça permet de montrer qu'il y a de la place a priori pour tout le monde, quoi, sans difficulté. Ah, il ressort vraiment de vos témoignages une vision, pour le coup, une vision de territoire vu comme un écosystème où on ne regarde pas forcément les différences entre les entreprises, mais plutôt quel type de coopération on peut voir émerger entre les pairs, entre les entreprises. Ça, c'est vraiment un enseignement de ce séminaire, je trouve. Et la deuxième chose, c'est que vous montrez aussi, et je sais que ça va faire plaisir à Fabienne Adou, le caractère transversal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de numérique, sans parler de mobilité, sans parler d'attractivité. Finalement, on ne peut pas parler des enjeux qui ont été définis dans le cadre du programme Territoire d'industrie comme des silos, comme des choses isolées. Et ça ressort vraiment beaucoup de vos témoignages. Est-ce que, Fabien Adou, vous voulez compléter l'importance de cette vision un peu transversale et de manière plus générale, nous parler, donc au-delà du programme Territoire d'industrie, comment on pourrait organiser finalement la numérisation sur les territoires français. Alors sur l'aspect transversal, effectivement, il y a des choses intéressantes là qui ont été dites et par Camille, par Alain, par Magali, dans cette approche justement du territoire, notamment sur bon, alors en ce moment, on sait bien que les espaces de coworking c'est à la mode et que on voit fleurir partout des tiers-lieux, effectivement, parce qu'il y a des grands programmes nationaux de tiers-lieux, etc. L'intérêt de ça, c'est quel type de coopération, quel type de rapprochement, quel type de coordination ça peut créer entre différents acteurs du territoire. Parce que Camille évoquait le fait que bon, il cherchait effectivement à développer un espace de coworking pour des salariés qui voudraient aller travailler, etc. Et que l'entreprise était peut-être d'accord. Bon, ça, j'attends de voir, hein, parce que quand vous allez expliquer au DRH des entreprises que leur salarié n'est ni à la maison, ni à l'entreprise, mais dans un lieu que l'entreprise doit financer pour le modèle économique, parce qu'il faut bien que le tiers-lieu fonctionne d'un point de vue du modèle économique, bon, bah, ils vont se brancher quelques jours par semaine et les coopérations avec d'autres acteurs vont pas se faire. Donc, la question, c'est comment on place en fait le numérique dans effectivement l'éventail des possibilités ou d'actions possibles pour créer de la coopération entre les acteurs. Parce que sinon, bah, les salariés, ils vont venir dans leur espace, effectivement, ils vont se brancher, mais ils vont pas parler au couloir d'à côté, peut-être où il y a un Fab Lab à côté ou un hackerspace, etc. Et les innovations croisées, comme on dit, vont pas forcément se réaliser. Donc derrière, c'est la question effectivement de comment on anime en fait ces espaces de transversalité, de coopération, les tiers-lieux derrière. Alors donc quel modèle économique est derrière, qui fait quoi et comment on l'anime? Parce qu'en fait la question de l'animation elle est primordiale. D'abord ça se rémunère l'animation, il faut consacrer des ETP à ça pour pouvoir effectivement créer une vraie stratégie on va dire de mise en commun au travers d'un tiers-lieu. Il faut que l'espace vive, quoi. Hein, au bout d'un moment, il faut que quelqu'un l'anime et le fasse vivre. Donc ça, c'est très important. Et derrière, comment on utilise le numérique au service justement de cet espace de concertation et de dialogue. Et puis derrière, c'est quels sont les usages qui vont être faits du numérique sur le territoire. Parce que derrière, effectivement, il faut trouver des applications et les entreprises, si elles participent à cet espace, va vouloir évidemment avoir des retombées en termes de marché. Donc, comment on utilise effectivement le numérique comme usage pratique et de marché derrière. Après, sur votre question que j'ai oublié d'ailleurs, Caroline, je suis désolé, au-delà de la transversalité, au-delà du programme Territoire d'industrie, c'était…
C'était comment justement organiser la transformation numérique en France, en fait, sur les territoires français, au-delà du programme Territoire d'industrie. Quelle est votre vision, vous, sur un Si j'avais une moyen… baguette magique, c'est ça? Si j'avais une baguette Ouais, magique, c'est comment on organise effectivement la numérisation de l'ensemble de effectivement, l'économie. Bon, c'est ça. c'est un vaste sujet. Et encore, la question du début, c'était est-ce qu'il est souhaitable que l'ensemble de l'économie soit finalement sous numérique et numérisé et à tout prix digitalisé, etc. Non, mais une fois qu'on a Vous dit voyez, que ça ne hein, pouvait pas voilà, concerner tous les territoires, toutes les entreprises, je suis voilà. d'accord. Mais si, admettons qu'il y ait une élection présidentielle qui arrivait cette année, quelle pourrait être une proposition en termes de numérisation du territoire français, par exemple? Votre question, elle est quand même difficile, hein. C'est-à-dire Oui, que oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est… pourquoi elle est difficile? Parce qu'en fait, il existe déjà beaucoup de programmes, beaucoup de dispositifs, des plans numériques, des plans 2000 numériques, des EPN qu'on a développés un peu partout, avec des fonds régionaux. Les régions sont engagées à fond justement aussi dans justement comment on modernise l'appareil pour le développement économique, comment on numérise tout ça. Donc, et l'Europe aussi. Enfin bon, il y a plein de fonds derrière. Donc, si vous voulez, peut-être que la question, elle est plus comment on articule en fait les volontés territoriales, les stratégies territoriales avec ces différents plans. Parce que souvent, c'est des appels à projets, on fait de la sélection, on sélectionne les meilleurs dossiers qui cumulent aussi d'autres appels d'offres et qui arrivent parce qu'ils ont de l'ingénierie à monter des dossiers, effectivement. Donc, il y a aussi cette question-là de la sélectivité, en fait. Comment on va au-delà de ça et comment on arrive à faire finalement de l'intermédiation entre les différents dispositifs, les différents acteurs et tous les programmes qui existent. Donc, comment on arrive à arrimer, par exemple, cette question de territoire d'industrie avec la question de la French Tech, avec la question des pôles de compétitivité, avec les pôles d'excellence rurale qu'on a connus, les grappes d'excellence. Vous voyez, il y a quand même une culture en fait de ces dispositifs en France ou en Europe en tout cas, mais en France particulièrement, où on a finalement tout un tas de programmes qui sont utiles et nécessaire en fait au développement des territoires. Derrière, c'est comment ça s'articule. Donc, au-delà de est-ce qu'il faut numériser l'ensemble de la population agissante économiquement ou des territoires, c'est est-ce qu'on en a besoin, où est-ce qu'on en a besoin, pour quel type d'activité et comment on peut finalement articuler mieux l'ensemble des programmes qui existent déjà, parce qu'en fait, il en existe déjà beaucoup avec beaucoup de fonds et beaucoup d'argent disponible pour mobiliser une politique publique du numérique. Ouais. Ouais, vous avez raison Je pense que ça d'insister. passe par la formation, on l'a dit au début, mais voilà, il y a aussi la formation qui doit être aussi le catalyseur aussi de comment on embarque des nouvelles générations à utiliser dans leur activité professionnelle future, effectivement, toutes ces nouvelles techniques qui seront utiles pour développer leur marché. Ouais. Ouais, vous avez raison d'insister sur l'articulation entre les différents programmes. Cela a été évoqué à plusieurs reprises au cours des séminaires de l'Observatoire. Tous les programmes, Action Cœur de Ville, Territoire d'innovation, Territoire d'industrie. Pour les collectivités, parfois, ça revient aussi à bien se plonger dans ces programmes-là pour bien comprendre leurs objectifs. On a dit qu'au début du programme Territoire d'industrie, l'objectif même du programme avait parfois été difficile à saisir pour les acteurs locaux. Donc, encore une fois, il s'agit plutôt que de mettre en place une grande action visant effectivement à digitaliser toute la France, peut-être aussi à accompagner déjà aussi les collectivités dans leur compréhension à la fois des besoins et des aides et des dispositifs existants pour digitaliser leur territoire. Camille Brou? Oui, c'est effectivement pour revenir sur ce que Fabien vient de dire, plus on multiplie le nombre de dispositifs, le nombre d'acteurs qui intervient dans la mise en place de ces dispositifs à des échelons différents, la collectivité, la région, l'État, c'est vrai qu'on se met à la place des entreprises, c'est pas facile non plus d'y voir clair, de savoir qui fait quoi, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles certaines entreprises ont peut-être aussi du mal à s'y mettre, parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Oui, merci beaucoup pour ces réponses concernant, on va dire,
la vision un peu plus globale des programmes en faveur de la digitalisation. Je vais passer la parole à Thierry Veil qui avait une question pour nos intervenants. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites pour vos territoires. Moi, j'avais envie de prolonger ce que vous avez évoqué, notamment dans le Morvan, sur l'économie circulaire. Vous nous avez dit quelque chose que les gens ne réalisent pas souvent, qui est que le digital peut favoriser les circuits courts, alors que, bon, a priori, les gens se disent le digital, ça fait que les clients vont commander sur Amazon au lieu d'aller à la librairie en bas de chez eux. Et vous nous avez dit, ben non, une petite entreprise d'Arnay-le-Duc va s'apercevoir qu'elle a un fournisseur possible à Semur-en-Auxois et pas partir à Dijon à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose. Et puis vous avez dit, oui, enfin, c'est des cartes de fidélité, c'est des réseaux d'approvisionnement, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment de l'économie circulaire. J'avais envie de vous prendre au mot. Si justement on veut développer l'économie circulaire, ça veut dire qu'il faut que chacun sache ce qui se produit comme déchets pour les uns, mais ressources potentielles pour les autres dans sa région, et ce dont on a besoin comme intrant. Donc finalement, le fait que vous avez familiarisé des tas de petites entreprises à utiliser le digital pour des besoins plus évidents, est-ce que vous imaginez le mettre un jour comme promotion, enfin comme outil de développement éventuel de l'économie circulaire au sens classique? Et ça rejoint peut-être la question qu'a posée dans le chat Bruno Racine en disant finalement, dans les domaines des ressources humaines aussi, les gens ont des besoins, mais ils ne trouvent pas forcément des fournisseurs locaux. Alors, vous avez dit des fournisseurs, ça peut être du pair à pair et ça passe beaucoup plus facilement, mais ça peut être aussi des formateurs dont on ne connaît, des ressources de formation dont on ne connaît pas l'existence et qui éventuellement, si elles sont locales, peuvent aussi être cautionnées par un autre utilisateur local. Donc voilà, j'avais envie de vous prendre au mot et de savoir si si vous aviez envisagé ça. Ah oui, pardon, je voulais enlever le micro. Alors, je trouve très intéressant en fait l'idée de développer une plateforme. En fait, le numérique, encore une fois, c'est un outil pour pouvoir échanger entre nous et créer de l'interconnaissance, parce que c'est votre sujet, hein, dites-moi si j'ai mal compris la question, mais c'est créer un maximum d'interconnaissance entre les différents secteurs d'activité et notamment la question RH. Et cette question, elle est revenue assez régulièrement et on se confronte toujours à une difficulté. Alors nous, on est un territoire avec de petits moyens, mais on a plein d'idées. Donc, tout le monde a pensé effectivement que la plateforme était intéressante, mais tout comme les espaces de tiers-lieux, de coworking, d'espaces partagés, même si on est sur un espace partagé numérique, ça nécessite toujours une animation. Donc, créer aujourd'hui, on arriverait, alors assez facilement, non, ce serait plus complexe, mais on arriverait en fait à créer une plateforme d'échange. Par contre, si cette plateforme n'a pas l'animation, ce serait forcément beaucoup plus complexe à pérenniser. Et il faut également la mettre à jour toujours. C'est-à-dire que si on met en place des plateformes d'échange et de connaissances, on a tous les jours, on a régulièrement en tout cas des entreprises qui s'installent sur le territoire, on en a qui quittent, on en a qui mutent. Et donc cette connaissance pour nous, ce serait de l'or. Créer l'outil de plateforme, oui, mais on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, en tout cas. On espère la trouver sur l'animation. Et c'est aussi nous ce qui nous a bloqué justement dans le fait de pouvoir créer des outils numériques à l'échelle du territoire, que ce soit une place de marché locale, hein, avec les fonctionnalités qui seraient voulues par les uns et les autres. Parce qu'une place de marché, c'est juste un endroit, on met ce qu'on veut dedans en termes d'outils. On voulait même aller plus loin dans nos idées un peu folles, on voulait même créer vraiment une plateforme territoriale. Là, je rejoins également l'idée où tous les habitants et l'ensemble également des entrepreneurs pourraient avoir connaissance de ce que font les uns les autres. On a un club d'entreprise sur les territoires qui l'a mis en évidence, c'est que c'est en allant manger au restaurant après avoir eu un échange un peu plus professionnel, qu'on se dit « Ah mais tiens, toi tu fais ça » et en fait, j'allais chercher mon sous-traitant avant à 300 km. Donc, et des gens pourtant qui se connaissaient, mais qui n'allaient pas forcément sur ces échanges-là. Donc, l'idée est excellente, mais aujourd'hui, on est à la recherche de pérenniser ce type d'échange, ce type de plateforme qui serait à constituer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est souvent preneur d'expériences, parce qu'on gagne du temps en s'appuyant sur les expériences des autres territoires qui l'ont déjà mené, souvent des territoires qui ont peut-être un petit peu plus de moyens.
Et nous, je pense que l'échelle du pays, du coup, avec 6 intercommunalités, répondrait, puisqu'on est sur un maillage, un volume en tout cas d'habitants, un maillage de tissu industriel et sur une offre économique assez large pour intéresser les consommateurs, les habitants, on est un petit peu sur les mêmes personnes, et les industriels. Donc, voilà pour la réponse. Je pense que ça peut être vraiment l'outil du numérique qui aurait là tout son sens pour la ruralité. Encore une fois, je crois que le mot-clé, il est là. C'est que le numérique, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil supplémentaire, comme une époque, il y a eu une révolution industrielle. Le moteur. Voilà. Aujourd'hui, c'est un outil en plus. C'était l'objet notamment de la conférence là, de M. Secours. Donc, moi, je crois qu'effectivement, qu'on soit vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition entre l'urbain et le rural sur la question. C'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde. Et en tout cas, sur des territoires ruraux comme les nôtres, pour moi, c'est un outil d'information et de communication qui est effectivement essentiel. Puisque voilà, ça permet cette interconnaissance entre acteurs économiques, mais aussi, on l'a dit, entre des acteurs économiques et les habitants ou consommateurs, voire les touristes aussi, pourquoi pas. Et cet exemple, effectivement, de plateforme ou de place de marché, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, pour moi, c'était pas une place de marché spécialement dédiée pour vendre encore plus, c'était presque, j'ai envie de dire, un site de marketing territorial, au moins sur une partie du marketing territorial, montrer la diversité de l'offre et permettre, encore une fois, cette interconnaissance aussi entre les acteurs. Donc, peut-être pour compléter votre question, enfin essayer d'y répondre du moins, une première marche peut-être, oui, vers la mise en place d'une économie circulaire. Là aussi, par l'interconnaissance des capacités des uns et des autres à s'engager dans un système comme celui-là. Oui, il y avait une question d'un participant qui vous demandait: l'usage du numérique est ici présenté comme étant un outil de développement de la visibilité des acteurs, mais dire que c'est aussi un outil de communication. Sa question, c'est est-ce que l'usage du numérique n'est pas non plus, n'est pas aussi un atout à faire valoir auprès des entreprises? Ah bah si, Mais je pense qu'on revient. C'est tout l'objet de ce qu'on a essayé de mener cette année, enfin, l'an dernier, dans cette démarche de sensibilisation, montrer qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de nécessairement compliqué, mais que c'est vraiment un outil en plus pour être très trivial pour leur business, quoi. Et que ceux d'ailleurs qui ont, comme on le disait en débutant, qui ont franchi le pas, bah, on en a rencontré très peu qui nous ont dit: oh là là, on a fait une grosse erreur. Non, pas du tout. Ceux qui se sont appropriés l'outil en sont très contents aujourd'hui, quel que soit, encore une fois, le niveau d'utilisation et l'ambition qu'il y a derrière, puisque l'outil peut effectivement répondre aux besoins de grands groupes comme ceux de la Metal Valley, comme il peut répondre aux besoins de mon plombier du coin. Donc, c'est vraiment c'est un outil. Donc, il faut savoir l'utiliser au mieux, comme n'importe quel outil. Fabien Nadeau ? Camille avait levé la main peut-être, non ? Non ? Oui, rapidement, juste pour redonner un exemple effectivement assez intéressant dans le développement de projets sur le territoire. Nous, on a mis en place de façon assez ponctuelle, mais ce sera réitéré, une expérience réitérée, je pense, l'année prochaine, le financement participatif via une plateforme dédiée de projets locaux, donc par les habitants du territoire. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui a très, très bien marché. Et on voit, il y a un vrai engouement là pour le coup des habitants qui sont contents en plus d'investir et de soutenir des projets du territoire. Et donc ça, effectivement, permis grâce à des plateformes qui peuvent être utilisées de façon ponctuelle en plus. Je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la question de Thierry Veil et puis à la réponse du territoire auxois. C'est pas facile en fait cette question sur l'économie de plateforme, ou au moins créer une plateforme, effectivement, peut-être l'économie circulaire ou une marketplace, parce que si vous voulez, il y a un mot intéressant que Magali a dit, c'est celui de pérennité. Il y a animation et puis il y a pérennité. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable effectivement à des systèmes d'économie circulaire, à des démarches effectivement qui favorisent les plateformes. Mais n'oublions pas que les grandes plateformes qui réussissent, c'est parce que elles ont un pouvoir oligopolistique qui est assez important. C'est-à-dire que plus il y a de monde et plus le marché fonctionne. Et à l'inverse,
la démarche territoriale, c'est effectivement, alors je dirais pas qu'il y a une forme de repli sur soi, mais Magali disait, bah oui, plutôt que d'aller chercher le fournisseur ou le sous-traitant à 300 km, il va prendre peut-être l'entreprise va prendre un sous-traitant local. OK. Mais combien de temps ça peut durer, ça? C'est-à-dire que peut-être que le sous-traitant à 300 km, il a peut-être besoin de ce marché extérieur pour lui faire son activité. Donc, il y a des questions d'échelle et des questions de marché qui sont effectivement pas faciles à mener, à interpréter et puis derrière à pouvoir construire, parce que la plateforme d'économie circulaire à l'échelle territoriale ou à l'échelle locale, au bout d'un moment, le risque, c'est qu'elle tourne un peu en rond et qu'il n'y ait pas suffisamment de marché ou d'acteurs qui puissent la faire vivre et la faire fonctionner si elle n'est pas ouverte vers l'extérieur. Parce que le projet de développement territorial ou local, c'est bien une stratégie des acteurs de se regrouper face à un problème productif inédit, hein, mais aussi à rester ouvert avec le monde extérieur. Donc le danger, c'est effectivement de rester connecté avec un marché qui serait peut-être complémentaire ou associé et pas forcément de se replier. Ouais. Là aussi, je crois qu'effectivement, enfin moi, il y a deux mots qui me viennent en réponse, c'est réalisme et pragmatisme. C'est exactement comme la question des circuits courts. On peut aussi faire de l'incantation, les circuits courts, mais il y a un moment, les circuits courts ne peuvent pas répondre globalement, aujourd'hui en tout cas dans notre mode de consommation, à l'ensemble des besoins en alimentation. C'est très clair. Donc, de la même façon, cette dimension numérique et une plateforme territoriale, pour moi, c'est pas comment dire, c'est pas exclusif. Encore une fois, on prenait l'exemple, oui, si effectivement je découvre que j'ai un fournisseur du territoire et que j'ai envie de faire marcher mon économie locale et qui répond à mon besoin, très bien. Maintenant, si le fournisseur en question n'existe pas et qu'il a 300 km, eh ben, j'irai à 300 km. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a découvert, parce que ce qui a été mis en évidence l'an dernier à travers ce travail qu'on a mené, c'est que, encore une fois, il y avait une méconnaissance entre les acteurs d'un même territoire des capacités des uns et des autres. Et c'est au moins déjà favoriser cette interconnaissance qui existe à travers, Magali l'évoquait, un club des entrepreneurs, mais qui ne regroupe pas tout le monde non plus. On l'a dit aussi tout à l'heure, c'est un peu le paradoxe de notre époque, il y a pléthore d'informations, pléthore de dispositifs, mais justement, du coup, c'est noyé, on n'arrive plus à les retrouver précisément. Donc, je crois que c'est aussi ça, l'idée derrière ça, peut-être de l'outil numérique, c'est de faciliter encore une fois l'échange et l'interconnaissance. Et en tout cas, encore une fois, la dimension d'outils. Enfin, pour moi, c'est vraiment, vraiment très important. On avait une question d'un participant. Si on revient aux premiers échanges que nous avons eus concernant l'accompagnement numérique, je crois que c'est vous, Camille, qui avez évoqué le fait d'avoir eu recours à des prestataires privés pour accompagner les entreprises. Qu'est-ce qui se passe sur un territoire, effectivement, si on n'a pas ces prestataires-là? Comme vient de le souligner Alain Mathieu, il faudrait faire appel à d'autres prestataires situés sur d'autres territoires. Donc, de manière plus… Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, vous, de prestataires que vous avez mobilisés pour faire cet accompagnement en numérique? Est-ce que vous avez mobilisé des acteurs qui sont situés sur votre territoire ou alors vous êtes allé voir des acteurs privés qui étaient sur d'autres territoires? Alors, les deux, en fonction des besoins. C'est vrai qu'on n'a pas forcément sur le territoire, c'est un petit peu au cas par cas, on n'a pas forcément les prestataires qui sont capables de répondre à certains besoins. Donc, ça dépend des besoins. Mais bon, je crois que ça va dans la suite de ce qui vient d'être dit, c'est que il ne s'agit pas non plus de refermer le territoire sur lui-même. Quand on peut répondre à un besoin localement, c'est très bien. Quand s'il faut aller chercher un petit peu plus loin, on va ailleurs aussi. Il ne s'agit pas d'opposer forcément les deux. Mais c'est sûr que bon, si là, j'ai pas d'exemple en tête, mais il peut peut-être arriver qu'on ne trouve pas de prestataire pour répondre. Enfin, cette difficulté de trouver un prestataire pour répondre aux besoins d'une entreprise. On n'a pas forcément toutes les compétences localement. Oui. Et du coup, faire appel aux pairs ou aux autres entreprises sur le territoire pourrait être une solution. Oui, tout à fait. Oui. Mais d'ailleurs, on le voit bien dans les discussions qu'il y a dans les petits déjeuners d'entreprise, les réseaux c'est aussi l'objectif que recherchent les participants. C'est un retour d'expérience, c'est de l'échange, c'est un conseil. Donc oui, c'est très utile ça. Très bien. Merci beaucoup.
On va terminer ce séminaire. Donc, un grand merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants pour leur témoignage très, très précieux concernant cette question de la transformation numérique. Au sein de l'Observatoire, on aura, et au sein du cycle de séminaires, on aura l'occasion de revenir sur cette question de l'innovation durant les prochaines séances. Je vous invite